RCN. Le son de la différence. Dialectique sur RCN, Lionel Courchine. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dialectique. Quel plaisir de vous retrouver en ce vendredi à 13h. Et aujourd'hui dans Dialectique, nous allons parler de santé sexuelle, nous allons parler de sexualité même au sens large. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir comme chaque année, dans le cadre de la semaine de la santé sexuelle, le docteur Sébastien Dorper. Bonjour. Bonjour, merci. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, docteur, je vous laisse vous présenter. Alors, je suis Sébastien Dorper, je suis pharmacien, je suis sexologue et chef du service du centre de santé sexuelle à l'hôpital de Lunéville. Donc, comme tous les ans, on organise la semaine de la santé sexuelle. Donc, cette année, on a organisé 54 actions sur tout le territoire. Donc, sur Nancy, sur Lunéville, sur Baccarat, sur plein de petits villages, plein de petites structures. Pour expliquer, pour promouvoir la santé sexuelle. Alors on va parler de la santé sexuelle, on a toute l'heure pendant cette émission, on s'interroge aussi sur la sexualité de nos auditeurs qui ont toujours plein de questionnements, et même au sein de notre équipe à RCN aussi, il y a des questions que parfois on n'ose pas poser à son partenaire, où on ne trouve pas forcément l'interlocuteur, et c'est en ça que vous préconisez de venir voir des sexologues aussi, hein. Alors, le sexologue, il est là pour prendre en charge toute question, toute problématique liée à la sexualité. Donc, ça peut être la prévention des IST, ça peut être j'ai une baisse de libido, j'ai des problèmes d'érection, j'ai des problèmes de lubrification, ça va plus trop bien dans mon couple, je ne sais plus comment raviver la flamme. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est quand ça va bien, c'est aussi important d'aller consulter un sexologue pour faire un point sur ma santé sexuelle actuelle et comment je peux l'améliorer, comment je peux entretenir une espèce de dynamique positive au sein du couple. Finalement, c'est la même philosophie qu'un médecin généraliste nous dirait. Écoutez, même quand ça va bien, n'hésitez pas à aller une fois faire un check-up, une fois, 2 fois par an, ou chez le dentiste par exemple. Tout va bien, mais on y va quand même tous les 6 mois ou une fois par an. Vérifier ou continuer à entretenir cette santé-là. C'est exactement ça. En fait, c'est faire de la prévention. Ça va bien, mais pour permettre aux gens d'aller encore mieux, eh bien effectivement, on fait des check-ups régulièrement. Alors, vous m'avez dit aujourd'hui, il y a un boom des consultations, les gens viennent vous voir. Comment on peut expliquer ça ? Alors, si on regarde les données statistiques, on sait qu'un homme sur 5 a des problèmes d'érection. Un homme sur 3 souffre d'éjaculation prématurée. Puis voilà, les données comme ça, on peut vous en sortir un paquet. Disent ne pas être satisfaites sexuellement. En fait, on a plein de données qui montrent que, en fait, au cours de sa vie, il y a un moment donné où ça ira pas. Et en fait, on se posait la question, personne ne va bien, mais personne vient nous voir au début. Et puis au final, à force d'en parler, à force de faire ces semaines de la santé sexuelle pour justement démystifier la santé sexuelle, pour expliquer que c'est quelque chose de sérieux, c'est pas quelque chose qu'on doit garder pour soi, cacher. Non, la santé sexuelle, ça fait partie de la vie tous les jours. Il n'y a pas à avoir peur d'en parler et il faut être accompagné par des professionnels de la santé sexuelle pour être bien. Ça participe au bien-être. Quand on regarde les études qui sont faites au Canada, on montre que plus on est satisfait sexuellement, plus on est performant au travail, moins on est en arrêt maladie. En fait, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. En fait, la sexualité, finalement, dans notre santé, a une place importante. C'est pas à mettre au second plan. Il y a 3 santé. Alors, je caricature un peu, mais il y a la santé physique, tout le monde connaît. Être en bonne santé, pouvoir effectivement ne pas avoir de problèmes cardiovasculaires, pas avoir de problèmes de reins, pas avoir de problèmes métaboliques. C'est la santé physique. Il y a la santé mentale. Santé mentale, on se rend compte que si ma santé physique va pas bien, ça peut avoir un impact sur ma santé mentale. Et aujourd'hui, la santé mentale s'est développée depuis 20 ans. Et on sait que c'est important d'être en bonne santé mentale. Santé mentale au travail, santé mentale au niveau familial, santé mentale avec les gens autour de soi. Et puis, il y a le triptyque, cette 3e santé qui est la santé sexuelle, qui est importante aussi à mettre en place, à mettre en avant. Donc, quand vous allez voir votre médecin, il faut lui demander de faire un check-up sur la santé physique, la santé mentale et la santé sexuelle. C'est important.
Aujourd'hui, comment on peut définir la sexualité? Parce que parfois, on peut aussi avoir quelques écueils. On peut aussi peut-être faire des nuances avec la génitalité, si je peux utiliser ce terme. Alors, il faut différencier la sexualité reproductive, où effectivement on est porté sur le génital, le reproductif. Le sexe sert à perpétuer l'espèce. Nous, on différencie de la sexualité érotique. La sexualité pour le plaisir, la sexualité pour être bien, la sexualité pour être en forme, la sexualité pour partager des choses avec l'autre. Donc c'est bien ça la nuance, en fait. On est plus sur un volet de la sexualité de façon érotique, là. Oui. Donc cette semaine de la santé sexuelle, elle a commencé mardi 30 mai, avec déjà à la mairie de Lunéville une inauguration, et très vite des sujets comme le dépistage organisé du cancer du sein, du cancer du col de l'utérus. Est-ce que les médicaments impactent la sexualité? Ce sont des questions importantes. Alors, c'est des questions extrêmement importantes. Aujourd'hui, on sait qu'un Français sur deux prend des médicaments de manière chronique. Donc, c'est-à-dire, tous les jours, il va prendre des médicaments. Un Français sur deux. On sait que les médicaments ont un impact très fort sur la sexualité. Donc, ça touche potentiellement un Français sur deux. Donc, c'est important aussi de les informer que vos médicaments peuvent perturber votre santé sexuelle. Alors l'idée, c'est pas d'arrêter les médicaments. L'idée, c'est de savoir que ce médicament va peut-être un peu ralentir la libido. Donc du coup, on va travailler ensemble pour pouvoir l'augmenter. On va peut-être, pourquoi pas, proposer une alternative thérapeutique, proposer un autre médicament où l'effet indésirable ne sera pas présent. Finalement, ce que vous proposez, c'est comprendre les causes en fait qui déterminent notre sexualité. Qu'est-ce qui va nous pousser à avoir de la libido ou à réfréner notre libido? C'est un peu ça le sens de ces interventions. On dit souvent que le savoir, c'est le pouvoir. Et en fait, on donne du pouvoir aux gens. Parce que les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Et comme ils ne comprennent pas, moi j'ai des personnes qui me disent « Ah ben je pensais que c'était normal, c'était dû à l'âge, c'était comme ça. » Certains, ça va les perturber, ils vont se dire « Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas bien. Ça ne marche plus. » Alors qu'une fois qu'ils ont compris qu'effectivement il y a un lien de cause à effet entre leur pathologie, leurs médicaments, leur environnement, eh bien tout de suite ça rassure. C'est pas eux le problème, c'est la pathologie, le médicament, l'environnement qui cause le problème. Et donc du coup, ça dédouane, ça les rassure, et on va pouvoir travailler et aller mieux. Il y a une question qu'on aborde, j'ai l'impression, chaque année, mais qui revient, c'est ce mythe de la performance. Là, on parle de questions de libido, mais est-ce qu'il est impératif? Est-ce qu'il y a des injonctions à avoir toujours une libido au top? Est-ce qu'au final, on peut être apaisé dans sa sexualité sans avoir tout le temps cette libido qu'on a, par exemple, dans les premiers jours, les premières rencontres, dans un couple, par exemple? Cette question de normes, elle est, un patient sur deux la pose. Mais combien de fois par semaine je dois faire l'amour? Combien de fois par semaine je dois penser à la sexualité? En fait, il faut toujours une norme, il faut toujours correspondre à quelque chose. En fait, on s'en fout royalement. Désolé d'être un peu vulgaire, mais c'est très bien pour nos auditeurs. Allez-y. Voilà. On s'en moque complètement. Dans cette émission, on se dit les choses. On se dit les choses et c'est important. Il n'y a pas de normes. Ce qui compte, c'est votre ressenti. Est-ce que vous êtes bien? Si moi, un rapport sexuel par semaine me va, tant mieux. Si moi, c'est une fois par jour, tant mieux. Ce qui compte, c'est le consentement. Est-ce que ma partenaire sommes d'accord? C'est pas parce que moi j'ai plus envie que je dois forcer l'autre. Voilà, mais comment trouver cet équilibre? Parce que dans un couple, on peut s'aimer, etc., mais on n'est pas égaux face au désir. Ça va dépendre D'ailleurs, ça dépend de quoi? Ça dépend de plein de facteurs. Ça dépend de comment on a été éduqué. Ça dépend des croyances qu'on a. Effectivement, il y a des gens qui sont éduqués à la pornographie. Aujourd'hui, on a des jeunes qui vous disent c'est le porno qui m'a éduqué à la vie affective et sexuelle. Le problème, c'est que dans le porno, il y a des normes qui sont encore une fois véhiculées, normes de performance. Il faut avoir des érections rigides qui durent des heures. Il faut avoir X rapports sexuels par semaine. Des éjaculations toujours très... extraordinaires. Où effectivement, c'est des litres et des litres de sperme qui sont émis, alors qu'en fait, un éjaculat, c'est 5 millilitres. C'est très très peu. C'est quoi l'équivalent d'une cuillère Une cuillère à café. À café. Voilà. C'est pas grand-chose. Et quand vous regardez du porno, c'est toujours des litres et des litres, parce qu'effectivement, c'est du fromage blanc mélangé avec de l'eau, et puis on tartine les figurants. Donc ces normes, effectivement, en plus, on est au mois de juin. Au mois de juin, vous regardez dans n'importe quel magazine,
il y a cette injonction à avoir un orgasme. Vous devez avoir un orgasme à chaque fois. Vous devez avoir un orgasme en même temps. Vous devez avoir un orgasme tous les jours. Il faut arrêter. Il faut faire les choses par envie, par désir, et non pas par injonction parce que je dois le faire. Je refermais cette fenêtre de l'injonction pour revenir à l'équilibre. Dans un couple, comme je disais, on n'est pas égaux face au désir. Là, vous venez de l'expliquer pourquoi. Oui. Mais maintenant, comment faire quand son ou sa partenaire a plus de désir, plus de libido, ou que nous, on en a un peu plus? Comment gérer ça dans un couple? Alors, je vous dirais, par contre, là, c'est un peu plus compliqué. C'est de gérer au cas par cas. Aujourd'hui, il y a des couples qui sont libres. C'est-à-dire, on est en couple, on s'aime, mais moi, j'ai plus de libido que toi, j'ai plus d'envie, j'ai plus de besoin. Eh bien, effectivement, je vais pouvoir aller voir à côté. Alors, tous les couples ne sont pas comme ça. Il faut quand même le souligner. Et il y a des couples, effectivement, dans le couple où on n'autorise pas à aller voir ailleurs, eh bien, effectivement, on peut gérer sa sexualité tout seul. On n'est pas obligé d'avoir toujours une sexualité à deux. La sexualité peut s'exprimer seule. Cette question d'aller voir ailleurs, on va y revenir un peu plus tard dans l'émission. Et d'ailleurs, c'est une parfaite transition. Y a tout connaître sur le préservatif, l'hygiène de la santé sexuelle. Ça aussi, est-ce que c'est un message? Parce qu'on a eu des campagnes, il y a 10, 20 ans, des campagnes massives concernant le SIDAction, ça existe toujours. Mais il y a eu, il y a quelques années, j'ai l'impression que c'était un peu plus fort. Est-ce que ce sont des questions toujours d'actualité? Les questions des MST, des IST, là je vois que vous allez parler aussi du papillomavirus. Oui. Est-ce que ces questions-là, les jeunes aujourd'hui les prennent en compte, et même les moins jeunes? Alors malheureusement, on a un relâchement. On a vu qu'au niveau des campagnes publicitaires, les campagnes d'État, moi, je me rappelle, années 80-90, tous les jours, à la télé, on vous disait « sortez couvert, sortez couvert, sortez couvert, mettez un préservatif ». Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus rien qui est dit sur les différents médias nationaux. En parallèle, on a un relâchement du préservatif parmi les jeunes. On a de plus en plus de jeunes qui font l'amour sans préservatif. Qu'est-ce qui explique ça? C'est le manque de moyens d'acheter des préservatifs? Est-ce qu'il faudrait les mettre gratuitement? Aujourd'hui, les préservatifs sont gratuits. Mais pas partout. Alors, ils sont gratuits, vous allez en pharmacie, vous allez voir votre médecin traitant, il va pouvoir vous prescrire des préservatifs gratuits. Aujourd'hui, dire le préservatif coûte cher, c'est plus un argument. Aujourd'hui, il est gratuit. Donc là, il y a une réelle information, c'est, là, on encourage par exemple les personnes les plus précaires même, d'aller voir le médecin généraliste pour qu'il prescrive des préservatifs. On peut le faire, ça. On peut le faire. Aujourd'hui, seul le préservatif permet de se protéger de toutes les IST. C'est important de le dire, on l'oublie trop souvent. Effectivement, pour le VIH, il y a d'autres alternatives qui permettent de limiter le risque d'attraper le VIH. On a le traitement post-exposition, on a la PrEP, on a effectivement, pour les usagers de drogue, des seringues à usage unique. On a plein de moyens de prévention diversifiés pour limiter le risque d'attraper le VIH. Mais par contre, pour toutes les IST, pour le risque de grossesse, il n'y a que le préservatif qui protège de tout ça. Donc, je dis toujours aux jeunes, sortez couvert, prenez un préservatif. C'est important de le mettre, on va dire, toujours en avant, quelle que soit la personne que vous avez en face de vous. Il faut mettre les préservatifs. Le message est bien passé. On parlait de l'injonction à la performance. Il y a aussi parfois, même en dehors de l'aspect performance, la volonté parfois de réitérer une bonne expérience qui s'est passée en couple. On se dit, la dernière fois, on a fait l'amour intensément, par exemple. Et là aussi, j'aimerais bien qu'on définisse. Est-ce qu'on peut faire l'amour de façon agressive, avec consentement, sans être dans une violence et aussi alterner avec des moments plus doux. Donc, est-ce que le fait de reproduire la même façon d'avoir fait l'amour peut constamment arriver au même résultat? C'est-à-dire, on a fait l'amour agressivement l'autre jour, on va avoir le même résultat ou Non, le problème, c'est que si tous les jours, on fait la même chose, à un moment donné, on se lasse. Si tous les jours, on a le même plat, steak frites, le premier jour, on est content, le deuxième jour, un peu moins, et puis au bout d'une semaine, voilà, on a envie d'autre chose, quoi. Le sexe, c'est pareil. Il faut alterner. On peut faire l'amour à un moment donné très intense, une autre fois beaucoup plus doux, une autre fois rapidement dans l'ascenseur. Alors,
On fait pas ça dans les lieux publics. Une autre fois, dans un ascenseur privé. Voilà, dans un ascenseur privé. Une autre fois, on peut faire l'amour tout le samedi après-midi parce qu'on a le temps et on va pouvoir y aller tout doucement, en douceur. Voilà. Il faut alterner. On n'est pas obligé d'être piégé dans un type de sexualité. Alors, on va continuer sur ces questions-là, d'équilibre, de trouver un peu les points de convergence dans les couples. Et on est en direct sur RCN 90.7. On vient d'écouter le morceau de Juliette Armanet, Boom Boom Baby, c'est sa façon de faire. Boom Boom Baby, on invoque l'excitation, l'érection même chez les hommes. Et à l'adolescence, tiens, un âge où on est fougueux, où le corps est très très excité. Et donc vous me racontiez hors antenne certaines expériences parce que vous intervenez dans les établissements scolaires avec les collégiens. Je vous laisse nous raconter ça, docteur Dorber. Alors effectivement, l'anecdote, on discutait hors antenne. Quand j'interviens dans les collèges et lycées, je demande toujours aux étudiants à quel moment vous avez des érections la journée. Alors les jeunes me disent quand on est excité, oui. Quel autre moment? Du coup, ils me racontent le matin on se réveille. Oui, il n'y a pas d'autres moments dans la journée où vous avez des érections? Ah non, et tout le monde se regarde en chaîne de faïence. Jamais. Et du coup, je leur dis, les mecs, à un moment donné, quand on est adolescent, on a des érections, mais toute la journée. On est en cours, on est assis, on a des érections qui viennent spontanément, on n'est pas forcément excité, il n'y a rien d'anormal, c'est juste que le corps, en fait, est en train d'apprendre à se gérer. Et quand je leur dis ça, alors là, c'est la révélation et tout le monde fait mais oui effectivement quand on est en cours on a des érections en cours de maths et du coup des fois on nous interroge au tableau, on n'arrive pas à se lever, on a peur et donc du coup on se fait coller, on se fait gronder. Voilà, et c'est important de le dire aussi aux professeurs. Des fois il y a des jeunes, quand on les interroge au tableau, ils n'ont pas envie de se lever, ils prennent du temps parce qu'effectivement ils ont des érections physiologiques qui sont tout à fait normales, mais à leur âge ils sont en train d'apprendre à contrôler leur corps. Il faut le savoir. Il faut le dire. Il faut dédramatiser ça. Ouais. C'est normal. J'espère que beaucoup de professeurs nous écoutent aujourd'hui, pour prendre ça en compte aussi, parce que ça fait partie d'une réalité qu'on ne peut pas occulter. Clairement non. Et aussi il faut dire à ces jeunes-là, vous n'êtes pas anormal. C'est tout à fait normal à l'adolescence d'avoir des érections incontrôlées. On a des érections qui surviennent comme ça dans la journée. On ne sait pas pourquoi, mais c'est normal. Le corps est en train d'apprendre à se gérer tout seul. On va revenir sur cette semaine de la santé sexuelle. Donc là, il y a aussi vraiment une volonté d'être didactique. Vous parlez notamment de l'intimité concernant les règles. Vous allez imprimer un clitoris en 3D. C'est vrai que le clitoris, ça reste très méconnu parce qu'on l'apprend pas beaucoup à l'école. Alors une verge, on voit dans les livres de biologie, mais finalement le clitoris, ça reste quelque chose d'assez méconnu. Alors le clitoris est assez méconnu, et c'est que très récemment qu'il est apparu dans les manuels scolaires où on explique effectivement que l'organe du plaisir chez la femme, c'est le clitoris. Et le clitoris correspond au pénis chez l'homme. On a des corps caverneux, des corps spongieux qui vont se remplir de sang. Donc un homme, quand il est excité, il bande, ses tissus érectiles se remplissent de sang. Et une femme, quand elle est excitée, elle bande aussi. La seule différence, c'est que le clitoris... Alors, on a le gland du clitoris qui est à l'extérieur, en haut de la vulve, mais tout le clitoris, il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur, il va entourer le vagin. Alors, il y a un thème aussi que vous avez abordé cette semaine dans la semaine de santé sexuelle, c'est les aliments aphrodisiaques, mythe ou réalité. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire ? Maintenant que c'était mardi soir, effectivement, dans un bar à Lunéville, effectivement, on peut spoiler maintenant, il n'y a plus de spoilage, il n'y a pas d'aliments aphrodisiaques. Le gingembre, plus du mythe que de la réalité. Ça, c'est sur des mythes, le gingembre. C'est des mythes complets. J'adore manger japonais, je mange du gingembre, je vais pas dire tous les jours, mais c'est pas ça qui fait qu'on a plus d'érections. Et là, on va sur le mercredi. Alors, il y a aussi tous grimés, tous égaux. C'est quoi? C'est des questions d'égalité face à la sexualité? Alors, c'est des questions d'égalité face à la sexualité. Tous grimés, tous égaux. Ça s'est passé effectivement mercredi à la médiathèque de Lunéville. C'est une journée consacrée au fait aux différences, aux personnes qui sont porteuses d'un handicap. Et l'idée, c'est de se grimer pour montrer que finalement... on est tous pareils et il faut arrêter de stigmatiser les gens.
Et donc là, on a tenu un stand avec une roue comme la roue de la fortune, où les gens pouvaient tourner la roue, poser des questions sur des thématiques sur la sexualité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette question de la sexualité chez les personnes en situation de handicap, finalement, elle est pas très abordée, quoi. C'est pas un tabou, mais automatiquement, et même ici, dans cette émission, on n'aborde pas beaucoup. Comment il faut expliquer ça ? Alors, il y a plein de facteurs qui l'expliquent. Effectivement, quand on souffre de handicap, pour les parents, toute votre vie, vous allez être leur enfant. Et donc, vous allez être un enfant. Et on voit effectivement que des jeunes grandissent. Et les parents ne leur permettent pas d'avoir une autonomie pour accéder à de la sexualité, pour tester, expérimenter. Et donc, dans les structures de handicap, depuis maintenant plusieurs années, en particulier avec l'AEM, on a un partenariat très fort où on fait de l'éducation à la vie affective et sexuelle auprès de tous les résidents. Parce que, comme tout le monde, on a cette pulsion de vie qu'est la sexualité. On a besoin d'être bien, on a besoin de tendresse, on a besoin de caresses, on a besoin de prendre l'autre dans ses bras, on a besoin d'avoir aussi des rapports sexuels. Et donc, c'est important de s'adresser à tout le monde. Donc là, vous avez vu, dans la semaine, on a fait des ateliers pour les personnes en situation de handicap, mais on a fait aussi des ateliers pour les personnes en EHPAD. Parce que du coup, on est en EHPAD, on n'est pas là à attendre la mort. On est là dans une structure qui nous aide à aller bien, à être suivi, à être soigné, mais aussi, on n'est pas là pour emprisonner les gens. Les gens en EHPAD ont aussi le droit d'avoir une vie affective et sexuelle. C'est vrai qu'on a récemment parlé dans l'actualité de la réforme des retraites, et là, la question, c'est la sexualité prend-elle sa retraite ? Non. Non, donc pas de retraite, pour la sexualité. C'est quoi alors l'astuce, ou c'est plutôt d'autres façons d'aborder la sexualité, ou une évolution peut-être de la sexualité à un certain âge ? On n'a pas la même sexualité à 20 ans, comme on l'a à 30 ans, comme on l'a à 40, comme on l'a à 50, comme on l'a à 60, comme on l'a à 70 ou 80 ans. Notre corps change, notre corps vieillit. Donc la performance, c'est plutôt quand on est jeune. Si effectivement on doit être performant, c'est quand on est jeune. Mais plus on vieillit, plus le corps vieillit également, moins il est performant. Plus on est dans la tendresse, plus on est dans effectivement des jeux sexuels beaucoup plus soft. C'est faire une sexualité différente. On a parlé des personnes âgées, on va parler des plus jeunes, parce que vous avez organisé toujours ce mercredi à la médiathèque de Baccarat la question de la sexualité abordée auprès des enfants. Donc ça va de 3 à 16 ans. C'est souvent tabou dans certaines familles de parler de sexualité des enfants ou des adolescents. Alors, il y a une règle à respecter. Avec les enfants, on va parler de sexualité, on ne parle pas de sa sexualité. Donc les parents ne doivent jamais dire « tu sais, papa et maman, ils font ci, tu sais, papa, il fait sa maman ». Non, ça c'est interdit. Parfois, c'est comme ça que certains parents abordent le sujet. Ouais. Mais à surtout ne pas faire. Les enfants n'ont rien à savoir de la sexualité des parents, tout comme les parents n'ont rien à savoir de la sexualité de leurs enfants. C'est une barrière, on va dire, qu'il faut respecter. On a posé le cadre, il y a cette barrière. Après, effectivement, aux enfants, dès l'âge de 3 ans, on va leur expliquer que leur corps leur appartient, que personne n'a le droit d'y toucher. En fait, en faisant cette éducation à la vie affective et sexuelle, on va dire chez les tout petits, apprendre à connaître son corps, le petit, il sait que si un jour un adulte vient lui toucher ses parties intimes, c'est pas normal et il doit en référer à un adulte référent. Et ça permettrait d'éviter toutes les violences sexuelles qu'on connaît aujourd'hui et qui malheureusement perdurent depuis des siècles. Là, le souci qu'on pointe du doigt, c'est celui de la communication. Donc, comment bien communiquer, et j'aimerais dire même comment communiquer tout court dans certains cas. Et donc, la communication, ça s'apprend. On a beaucoup de parents qui disent « je ne parle pas de sexualité avec mes enfants ». Et puis à 15 ans, on leur dit « bon, écoute, maintenant tu es grand, il faut qu'on parle de choses sérieuses. Vous êtes adolescent. Pendant 15 ans, vos parents vous en ont jamais parlé. Quel est le réflexe que vous avez ?» On se met en recul, on dit « écoute, papa, maman, c'est bon, je sais, t'inquiète pas, j'ai su me débrouiller jusque-là, j'ai pas besoin de toi. » Et en fait, il y a une rupture des communications. Il n'y a pas de communication possible. Par contre, si l'enfant, depuis l'âge de 3 ans, on lui dit « ton corps t'appartient », à 5-6 ans, il va poser des questions sur comment on fait les bébés. On peut lui dire que le bébé, il pousse dans le ventre de la maman, il grandit. Parce qu'effectivement, le papa, il a mis une graine qui a
fusionner avec la graine de la maman, donc un spermatozoïde, un ovule. L'enfant, en fait, il a compris. On n'est pas obligé de lui expliquer comment on va mettre le sperme au fond du vagin. Ça, il n'a pas besoin de savoir. On y va étape par étape. Alors, si on ne le sait pas faire, aujourd'hui, on a plein de livres qui sont adaptés. Donc, vous allez dans une bibliothèque, vous allez à la librairie, vous allez où vous voulez, mais partout, vous allez trouver des livres adaptés à chaque tranche d'âge pour enfants. Donc, votre enfant a 4 ans, vous allez prendre un bouquin pour 4 ans et vous allez le lire avec lui. Et vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Alors donc ça c'est un point important, hein, parce que c'est vrai que malheureusement tous les parents ne savent pas faire ou ne disposent pas des outils. Donc là, ce que vous préconisez en premier, c'est les livres dans les bibliothèques qui traitent de ce sujet. C'est ça. Il y a une autre question aussi très importante, celle de l'homosexualité, surtout comment on vit son homosexualité en banlieue. Là, c'est une question d'éducation populaire, en fait. Clairement. Alors effectivement, sur les 20 dernières années, les questions liées à l'homosexualité, aux droits des personnes, a beaucoup évolué. Malheureusement, c'est que dans certains quartiers, c'est un peu plus compliqué, parce qu'effectivement, il y a la culture, il peut y avoir de la religion, il peut y avoir effectivement une culture familiale aussi, où c'est plus tabou, plus difficile d'en parler. Aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué, et donc c'est aussi notre rôle en tant que professionnel de la santé sexuelle d'aller auprès des jeunes, aller auprès des quartiers pour leur expliquer que non, c'est peut-être interdit par des religions, c'est peut-être interdit par des sociétés, mais par contre au niveau génétique, au niveau anthropologique, l'homosexualité existe partout. Chez tous les mammifères, aujourd'hui on se rend compte que tous les mammifères pratiquent l'homosexualité. Donc c'est pas naturel, c'est pas anormal, c'est juste qu'on sait que chez tous les mammifères, on a une proportion de personnes qui sont attirées par des gens de même sexe. Et ça, vous l'avez fait à l'Axou, hein, cette intervention-là. Ouais. D'autres sensibilisations, celle contre le papillomavirus. Tout à l'heure, on parlait des MST et des IST. Il faut noter que le papillomavirus on peut l'avoir même en se protégeant. Alors, effectivement, le papillomavirus, on sait que le préservatif ne protège que partiellement. Le papillomavirus, une fellation, un cunnilingus, l'échange de linge de toilette, on peut contaminer une personne par le papillomavirus. Alors, le papillomavirus, c'est un virus qui est insidieux. C'est-à-dire, pendant 20 ans, il est là, il ne fait pas grand-chose. Et puis, 20 ans après, on a un cancer. Cancer du col de l'utérus, cancer du pénis, cancer de la vulve, mais aussi cancer de l'oropharynx. Aujourd'hui, un cancer sur 2 de l'oropharynx est dû au papillomavirus. Et on a la chance, il existe un vaccin qui permet de se protéger contre le papillomavirus, vaccin qui est remboursé chez les jeunes filles jusqu'à l'âge de 19 ans et chez les jeunes garçons jusqu'à l'âge de 26 ans. Donc, allez voir votre médecin si vous n'êtes pas vacciné, c'est important. Ça ne vous protège pas tout de suite. Aujourd'hui, vous dites « je suis jeune, je n'ai pas de risque de cancer ». Oui, mais vous êtes à risque d'attraper le virus qui, lui, va se mettre dans vos cellules et va provoquer un cancer dans 20 ans. Donc, on protège nos enfants aujourd'hui pour l'avenir. Et on peut se vacciner jusqu'à quel âge contre le papillomavirus ? Alors, le vaccin est remboursé en France jusqu'à 19 ans pour les filles, 26 ans pour les garçons. Au-delà, les gens doivent le payer de leur poche. Aux États-Unis, le vaccin est recommandé jusqu'à l'âge de 40 ans. En fait, d'un pays à l'autre, les données changent. Alors derrière, malheureusement, il y a des données aussi économiques qui entrent en compte. Bien sûr. Vous voyez, dans certains pays, on peut vacciner jusqu'à 40 ans, mais on le paye de sa poche. Alors, donc là, c'est vraiment un message à nos auditeurs. Hein. N'hésitez pas, si vous êtes dans la tranche d'âge, en tout cas, au moins jusque 40 ans, à aller vous vacciner, si ce n'est déjà fait, contre le papillomavirus. Voilà, on est plus sur un volet de prévention. Là, hein. On est sur de la prévention. Moi, même si vous avez déjà eu des rapports sexuels, allez vous faire vacciner. Parce qu'il y a aussi une croyance populaire qui dit que si j'ai déjà eu des rapports sexuels, ça ne sert à plus rien. Non, c'est faux. Même si on a déjà eu des rapports sexuels, on peut aller se faire vacciner. Ok, alors là, toujours sur la sensibilisation, la précarité menstruelle. Alors, qu'est-ce que vous avez abordé lors de ce débat ? Alors aujourd'hui, les préservatifs sont enfin remboursés. Par contre, vous êtes une jeune fille,
qui est en précarité économique. Vous ne pouvez pas vous payer de protège-slip, de tampons, de cup. En fait, vous avez une autre précarité qui s'ajoute à la vôtre, qui est la précarité menstruelle. Et aujourd'hui, on essaye de sensibiliser les professionnels de santé, sensibiliser les collèges, les lycées. On a le département de Meurthe-et-Moselle qui fait quelque chose d'extraordinaire, qui met à disposition dans tous les collèges des protège-slip. On a la région Grand Est qui met aussi à disposition dans tous les lycées des protège-slip auprès des jeunes filles. Donc aujourd'hui, c'est en train de bouger, enfin. Alors si quelqu'un du gouvernement nous écoute, pourquoi pas penser aussi à rembourser, à rendre gratuit les protections hygiéniques pour les dames. Ouais, c'est vraiment sur le volet droit des femmes. On est vraiment sur le volet droit des femmes. Sur la sexualité des femmes, certaines femmes enceintes expliquent que dans les premiers mois de grossesse, il y a une baisse de libido. Et parfois ne savent pas trop comment réagir, se trouvent un peu décontenancées, surtout quand c'est la première grossesse. C'est un phénomène assez nouveau. Voilà, on ne sait pas trop comment faire. Qu'est-ce que vous leur conseillez ? Il faut écouter son corps. Si on n'a pas envie, on ne va pas se forcer à avoir un rapport sexuel. À l'inverse, on a des femmes enceintes qui, effectivement, la libido est boostée et ont plus envie de rapport sexuel. Il faut écouter son corps. On n'est pas là pour autoriser ou interdire. On est là simplement pour dire aux gens, quelles sont vos envies ? Est-ce que vous avez envie ou pas ? Si vous n'avez pas envie, ne vous forcez pas. Et comment les compagnons aussi, hommes, doivent réagir ? Alors je souris parce que chez les hommes, ils ont toujours peur de toucher l'enfant avec leur pénis. Alors c'est quelque chose. Ça, voilà, on va en parler aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est vrai ? Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Alors j'ai toujours dans mon bureau, j'ai des planches anatomiques et je montre effectivement où est l'utérus, où est le vagin, et qu'effectivement on ne peut pas toucher son enfant lors des rapports sexuels. Donc là aussi, c'est des fausses croyances qu'il faut tordre le cou. Donc pour des couples dont la femme est enceinte et qui veulent continuer à avoir des rapports sexuels, vous les encouragez ? Ils peuvent, sauf si c'est contre-indiqué par le gynécologue. D'accord ? Alors, on a effectivement certaines problématiques chez certaines femmes où le rapport sexuel peut provoquer en fait, une fausse couche ou peut provoquer un accouchement prématuré. Donc là, en général, les gynécos leur disent. Alors c'est quand même super rare. Donc de manière générale, s'il n'y a pas de problème de santé, il n'y a pas de contre-indication à avoir des rapports sexuels quand on est enceinte. Il y a eu un ciné-débat toujours sur ce jeudi. Noémie dit oui. Ouais. C'est sur le consentement. Alors, c'est sur le consentement et surtout sur la prostitution. C'est un film qui est extraordinaire, qui montre comment une jeune fille... Alors, c'est un film qui est accessible partout, il est diffusé encore actuellement au cinéma. C'est un film qui montre comment une jeune fille va tomber dans un réseau de prostitution. Aujourd'hui, malheureusement, on a une recrudescence de prostitution infantile. Alors, au cours de ce débat, on le montre, on l'exprime, on l'explique. Les jeunes, sur les réseaux sociaux, on a des réseaux sociaux comme OnlyFans, Mime, où Bien effectivement sûr. on va vendre des parties de son corps. En pleine expansion d'ailleurs, ces réseaux-là. C'est une catastrophe. Je vends ma main pour 5 €, je vends mes seins pour 20 €, je vends mes fesses. Et en fait, petit à petit, on met le doigt dans un engrenage où on ne se rend pas compte qu'on rentre dans un processus de prostitution. Et ils montrent même parfois leurs ébats sexuels. C'est des courtes vidéos d'ébats sexuels qui sont vendus. Et aujourd'hui, on a des jeunes filles, des jeunes garçons qui se font énormément d'argent sur ces plateformes. Donc, comment lutter contre cette expansion ? Alors, comment lutter ? Je n'ai pas la réponse, je n'ai pas de baguette magique. Par contre, l'idée, c'est de les informer. Parce que très souvent, ce n'est pas du jour au lendemain, je me filme dans un rapport sexuel et je vais le mettre sur OnlyFans ou sur Mime. Très souvent, c'est un processus très complexe, où effectivement, on est appâté. Montre-moi tes seins, montre-moi ta tête, montre-moi ton torse. Et puis, les jeunes se font un peu d'argent. Et petit à petit, les gens leur disent « Montre-moi en plus, je suis prêt à payer plus si tu as un rapport sexuel, si tu te masturbes. » Et en fait, on rentre dans un engrenage sans s'en rendre compte. Et à un moment donné, on tombe dans la prostitution. Parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va vous proposer de l'argent pour avoir un rapport en vrai avec vous.
On a vu récemment un influenceur Dylan Thierry, qui a été pris lors d'une communication avec un ami où il expliquait qu'il incite les jeunes filles donc à aller sur cette plateforme et qu'il leur trouve des clients et par rapport à ça, il prend un pourcentage des bénéfices engrangés. Donc on est sur là une pratique. C'est du proxénétisme qui est interdit par la loi. Alors donc donc je rappelle le film c'est Noémie dit oui et il est accessible dans tous les cinémas en France. Dans tous les cinémas en France aujourd'hui. Très bien. Là on a parlé de la sexualité chez les personnes en situation de handicap. Il y a la sexualité aussi en psychiatrie. Oui. Alors tout à l'heure on parlait des médicaments qui impactaient la sexualité. Les patients qui sont sous neuroleptiques, très souvent les patients en psychiatrie ont beaucoup de traitements neuroleptiques. Ça va impacter sur la libido, ça va impacter sur les érections, sur la lubrification, ça va impacter sur l'orgasme. Les orgasmes qui vont être des fois tellement retardés qu'en fait les patients n'ont plus d'orgasme du tout. Donc ça aussi c'est important d'aller voir ces personnes qui prennent ce type de médicaments pour leur expliquer c'est la double peine. Non seulement vous avez une maladie qui touche votre cerveau, mais en plus de ça, les traitements qu'on va vous donner vont impacter votre sexualité. Donc là, en fait, on a un impact double sur la santé mentale et la santé sexuelle. Est-ce que le fait d'avoir une sexualité trop débordante ou trop abondante peut être néfaste pour la suite? Ça va peut-être vous choquer, mais si les personnes n'en souffrent pas, on n'est pas dans le cadre d'une addiction. Une addiction, c'est effectivement la surconsommation d'un produit, d'une substance, d'une attitude, d'une sexualité. Mais si je consomme beaucoup, mais je n'en souffre pas et que ça n'impacte pas ma vie sociale, pourquoi je devrais m'en plaindre ou pourquoi je devrais diminuer? On a des personnes qui ont besoin de sexualité tous les jours, voire, moi j'ai des patients, c'est plusieurs fois par jour. Alors je me dis, mais comment ils font? Parce que quand on travaille, quand on a une vie de famille, c'est pas forcément facile de caser autant de sexualité au cours de la journée. Mais il y a des gens, c'est leur quotidien, ça leur va, et ça ne crée aucune souffrance. 13h, 14h, Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou. Et on est sur RCN 90.7, on parle de la semaine de la santé sexuelle avec le docteur Sébastien Dorper. Et donc en antenne, on parlait de ça, de la sexualité et le sport. Et il y a pas mal de légendes urbaines. Je donnais l'exemple d'un fameux entraîneur pour les aficionados de football, Pep Guardiola, qui interdit strictement à ses joueurs d'avoir des rapports sexuels quelques heures, quelques jours même avant un gros match ou une grosse compétition. Alors ce qu'il fait, sa technique, il les met au vert. C'est-à-dire même quand il joue à domicile, les joueurs dorment à l'hôtel pendant 2-3 jours pour qu'ils soient sûrs qu'ils ne voient pas leur femme. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça, docteur? Alors, on est vraiment dans une légende urbaine. Moi, je trouve ça aberrant. Aujourd'hui, je vois plein de jeunes qui me disent « Ah, je fais du sport, donc il faut que j'arrête la masturbation, il faut que j'arrête la sexualité. » Non, il faut arrêter. Il faut arrêter les conneries. Pardon, voilà, je suis franc. Bien sûr. Il faut arrêter. Alors, pour les plus anciens qui nous écoutent, Yannick Noah, à chaque fois qu'il a gagné ses grands tournois, il avait un rapport sexuel juste avant le match. En fait, ce qu'il faut différencier, c'est le rapport sexuel de l'orgasme. Yannick Noah avait un rapport sexuel, mais il s'arrêtait avant d'avoir un orgasme. En fait, l'orgasme apaise au niveau cérébral et détend au niveau musculaire. Donc effectivement, si j'ai un orgasme avant une compétition sportive, oui, je vais être tout mou, je vais être détendu, et j'ai pas la niaque nécessaire pour rebondir et pour être performant. Ça, on est d'accord. Mais par contre, vous avez un rapport sexuel sans orgasme juste avant le match, l'heure du match, il n'y a aucun souci. Au contraire, vous êtes encore plus tonique, encore plus performant. Votre corps, il est au taquet, quoi. Donc c'est génial, il faut y aller. Par contre, ne pas avoir de rapport sexuel la semaine avant le match, il faut arrêter, quoi. C'est de l'abus. Là, on est vraiment sur
Voilà, c'est une secte quasiment. Non, mais il faut le dire, c'est une secte de ceux qui n'ont pas de rapport sexuel parce qu'ils font du sport. Non, non et non. Alors, ok, très bien. Au moins, voilà, le sujet est clos. On a une réponse définitive. C'est même l'inverse qu'il faut faire, à condition, bien sûr, si c'est quelques heures avant la compétition, de ne pas avoir d'orgasme. Voilà, de ne pas avoir d'orgasme. Mais quelques jours avant, on peut, s'adonner. Il n'y a aucun souci. On a, par exemple, si vous regardez des vieux textes où ils font du sexe tantrique. Le sexe tantrique, c'est avoir une sexualité, prendre du plaisir sans avoir d'orgasme, justement pour garder toute cette énergie au niveau corporel. Vous voyez, c'est une philosophie qui est complètement à l'inverse de ce qui est prôné aujourd'hui. Alors l'idée, c'est pas de rentrer dans des extrêmes, c'est d'avoir un juste milieu et comprendre comment le corps fonctionne pour pouvoir s'adapter à ce qu'on fait la journée. Alors on va passer pour cette dernière partie d'émission aux questions des internautes et de nos collaborateurs ici à RCN, parce que c'est chaque année c'est un sujet qui déchaîne les passions. Est-ce qu'il faut assouvir absolument tous ces fantasmes ? Alors, question très très compliquée. Ah, on commence tout de suite par le plus dur. Alors, assouvir ces fantasmes. Mais moi, je trouve que c'est important. C'est important d'avoir des fantasmes. Enfin, dès lors que on a assouvi son fantasme, ce n'est plus un fantasme, c'est devenu quelque chose qu'on a fait. Donc, si tous les jours on assouvit des fantasmes, à un moment donné, on risque de vite les épuiser. Donc, le fantasme permet aussi de se projeter, d'imaginer, de créer ce besoin sexuel, de créer cette libido, cette envie. Donc, assumer tous ces fantasmes, non pas forcément, c'est bien d'en garder quelques-uns, on va dire pour plus tard. C'est comme la nourriture. Si on goûte à tout de suite, à un moment donné, on aura tout vu, tout fait. Ce qui est important, c'est de découvrir de nouvelles choses, découvrir de nouvelles pratiques, découvrir de nouvelles personnes, découvrir de nouveaux lieux. La sexualité, c'est pareil. Est-ce que le point G est un mythe ? Alors non, le point G n'est pas un mythe. Le point G est en fait... Alors, il faut aussi le dire que toutes les femmes n'ont pas de point G. Donc, voilà. Elles ne sont pas toutes pareilles. Tout le monde n'est pas égal. Le point G, quand il existe, il peut être caractérisé. Et chez certaines femmes, on peut ressentir une espèce de point un peu granuleux sur la face antérieure du vagin. Mais toutes les femmes n'ont pas forcément de point G qui est aussi caractérisable. Très bien. Est-ce que les pratiques telles que l'échangisme, le polyamour sont bénéfiques pour le couple ? Donc est-ce qu'elles renforcent le couple, ou est-ce que ces pratiques-là, il faut absolument les éviter ? Donc éviter d'aller voir ailleurs pour, comme on dit, raviver la flamme. Alors ces pratiques sexuelles, d'aller voir ailleurs, de faire du multipartenariat, du multi-échangisme, elles sont bénéfiques uniquement si le couple a la maturité pour les mettre en pratique. Parce que si le couple est jaloux et que votre copine ou votre copain vous dit « T'as un SMS de qui ? T'as eu un appel de qui ? Où tu vas ?» ou quoi que ce soit, n'essayez même pas, vous allez à la catastrophe. Il faut avoir un niveau de maturité sexuelle assez important pour pouvoir autoriser l'autre à prendre du plaisir avec quelqu'un d'autre. Et que l'autre vous autorise aussi à prendre du plaisir avec quelqu'un d'autre. Donc c'est bénéfique seulement à condition d'avoir une structure déjà de couple qui le permette. C'est ça. Très pas bien. Pour tout le monde. Très bien, bien. Je vous remercie, docteur Sébastien Dorper. Donc, où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Où est-ce qu'on peut bénéficier de vos conseils ? Parce que je rappelle que la semaine de la santé sexuelle est passée déjà. Elle se termine, voilà. Alors, on a encore quelques actions aujourd'hui. Donc ce soir, vous pouvez nous retrouver en clôture la journée à la médiathèque de Lunéville pour justement, avec des ateliers pour apprendre aux gens à lâcher prise. Parce que quand on est dans le contrôle, c'est compliqué d'avoir un orgasme. Et donc, pour avoir une sexualité épanouissante, c'est important quand même d'avoir des orgasmes de temps en temps. Et pour avoir un orgasme, il faut apprendre à lâcher prise. Donc ce soir, vous pouvez venir à la médiathèque et on va vous apprendre à comment lâcher prise pour pouvoir l'appliquer dans votre vie affective et sexuelle. Et sinon, toute l'année, vous pouvez nous rejoindre au centre de santé sexuelle à l'hôpital de Lunéville.
Très bien, eh bien, je pense que le message est passé pour nos auditeurs. Je vous remercie en tout cas d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir comme chaque année. Et puis j'espère qu'on se reverra l'année prochaine pour la semaine de la santé sexuelle. Et quant à nous, chers auditeurs, on va se quitter tout en douceur, tout en musique et tout en plaisir, toujours sur ce thème de l'infidélité avec Lee Field qui prône le fait d'être un mec fidèle dans Faithful Man. Bon, j'ai un spoil, il trompe quand même sa femme dans la chanson. Au revoir. RCN, www.rcn-radio.org